Bonjour à tous et à toutes. Alors, bonjour à ceux qui sont là aujourd'hui, le 7 novembre, en live. Et puis aussi, bonjour à tous ceux qui vont regarder notre session d'aujourd'hui en replay, parce que parfois, les agendas ne sont pas conformes à nos souhaits à tout moment, et que donc, on a peut-être la grande chance de pouvoir encore profiter de ces enregistrements un petit peu plus tard. Entre-temps, bonjour à tous ceux qui se joignent se joignent à nous. Et donc, aujourd'hui, je vais vous demander, à la fin de notre morning rituel, je vais vous demander un engagement. Vous n'êtes pas venu pour rien aujourd'hui, je pense. Vous êtes euh, venu avec l'envie et la soif d'avoir un refresh sur un certain nombre de choses, d'apprendre des choses nouvelles. Et moi, j'ai eu l'envie de partager quelque chose avec vous, mais pas juste de partager, puis voilà, on s'est vu, c'était chouette, mais aussi de vous mettre en mouvement par rapport à ça. Et donc, à la fin de la session, il y aura une demande d'engagement que vous prendrez ou que vous ne prendrez pas, bien entendu. Si vous n'avez pas envie, vous pouvez de suite aller vous recoucher. Voilà. Euh, alors, à part l'engagement qui viendra à la fin de notre session, notre morning ritual sera constitué, comme d'habitude, d'un moment de réflexion ensemble, d'une vidéo ou l'autre, et d'un moment d'introspection que je guiderai. Donc, je ferai euh, une méditation QRB basée sur le sujet d'aujourd'hui. Voilà. Alors, incontestablement, la période dans laquelle nous sommes m'a largement inspiré pour le thème d'aujourd'hui, puisque ça fait quand même déjà maintenant quelques semaines, quelques mois, quelques années qu'on vit des moments qui sont les uns plus que les autres terrifiants parfois. D'accord. La Covid, on avait presque oublié, puis il y a eu la crise financière, il y a eu la guerre en Ukraine, il y a eu les inondations en Irak, il y a eu les séismes au Maroc, il y a la guerre maintenant en Israël et en Palestine. Tout ça, ça fait beaucoup, beaucoup. Et on peut se douter que ça va avoir un impact sur nous. Et je voudrais, par rapport à ça, vous livrer en toute humilité une partie du cœur du message qu'a donné hier Mathieu Ricard, qui était en conférence à Bruxelles. Mathieu Ricard, vous ne savez pas que j'en suis un grand fan, puisque c'est quelqu'un qui est parvenu à réunir la tradition et la science, hein, puisque grâce à lui, on a pu découvrir beaucoup de choses sur, entre autres, le fonctionnement du cerveau. Et Mathieu Ricard était hier en conférence pour une conférence qui avait comme thème notre humanité dans ce monde d'aujourd'hui. Vaste débat. Vaste débat. Et bien entendu, c'était absolument remarquable et je voudrais aujourd'hui vous mettre sur la piste de thèmes qui lui tiennent particulièrement à cœur parce qu'il en parle très très régulièrement. C'est effectivement ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est de l'empathie, de la compassion, de la bienveillance. Alors on va un petit peu décortiquer tous ces concepts et se rendre compte que il y a une manière plus ou moins intéressante de pouvoir accéder à ces concepts. Euh, et parfois, il peut même y avoir un risque aussi par rapport à ces concepts. Alors, la différence que Mathieu Ricard voulait faire, c'était que, en fait, la nature profonde de l'homme est une nature qui est une nature bonne et collaborative. En fait, à l'inverse de tout ce qu'on entend aujourd'hui, où c'est des barbarismes et des égoïsmes qui prennent le dessus du pavé. Et en fait, c'est pas du tout ça la nature humaine. En fait, vous devez savoir que du point de vue de l'évolution, nous sommes probablement sur Terre une des races qui avons de suite compris qu'il était mieux de collaborer plutôt que de rentrer en compétition. Parce qu'effectivement, on n'était pas aussi rapide qu'un tigre, aussi puissant qu'un éléphant, et que donc, tout frêle que nous étions, pour vivre dans ce monde préhistorique, on avait besoin de collaborer. Et donc, cette collaboration a fait, en fait, le bien dans l'évolution de l'homme, jusqu'à un moment où dès le moment où les grands changements climatiques ont diminué, alors je vous parle d'un temps immémorial, bien sûr, il y a plus de 12 000 années, on est rentré dans une période où les changements climatiques se sont voilà, un petit peu calmés. On est aujourd'hui
probablement dans la fin de cette période que l'on appelle l'Holocène. Et c'est à mettre en contexte peut-être pour un autre morning rituel. Mais moi, ce que je voudrais vous dire, c'est le début de cette période qui a été une période de prospérité, on va dire ça comme ça. Ça a permis à l'homme, à un moment donné, de commencer à trouver des graines, à cultiver, à faire des récoltes, à faire du stock, à vendre son stock. Et c'est à ce moment-là qu'en fait, tout a commencé à un petit peu partir en sucette et que nous sommes passés dans un monde qui est un monde basé sur la compétition, sur la comparaison, plus sur la collaboration. Et aujourd'hui, ben, ce que nous vivons, c'est à peu près ça. Voilà, il y a des enjeux d'ego, il y a des enjeux politiques, il y a des enjeux économiques dans tous les conflits, bien entendu. Et c'est en fait quelque chose qui est une altération de la nature humaine de l'homme. Le message de Mathieu Ricard, il est non seulement très fort, mais en plus, il est fondé sur les neurosciences. Et je vais vous montrer une vidéo, qui est une vidéo tout à fait intéressante. C'est une vidéo qui est dans le cadre d'une expérience de psychologie appliquée et qui visait précisément à savoir, tiens, lorsqu'un enfant naît, dès le bas âge, quels sont le type d'émotions qu'il peut ressentir. Alors on sait que les enfants, quand qu'ils sont en bas âge, ils ont parfois du mal à maîtriser leurs émotions, hein, ce qui fait qu'ils crient, ils font des crises de colère, mais quelles sont les émotions? Et vous allez voir qu'il y a une expérience qui a été faite une fois, deux fois, enfin, comme vous savez, en protocole de psychologie, un grand nombre de fois, et vous allez voir quelque chose de tout à fait étonnant avec des enfants sur lesquels ces tests ont été faits, avec des enfants de 8 mois, mais aussi parfois des enfants encore plus jeunes, des enfants de 3 mois. Et je vais vous montrer cette vidéo qui va effectivement les mettre face à un contexte qu'ils ne sont pas a priori à même de rationaliser, puisqu'ils ont 3 mois, 5 mois, 8 mois, mais qu'ils sont capables d'interpréter et de réagir émotionnellement. Vous allez voir, vous allez rester sur le cul, comme on dit ici. Alors, on va partager cette vidéo. Donc, ça, c'est la première chose que je dois faire. Voilà. A priori, vous avez la vidéo. Si quelqu'un de vous peut juste allumer son micro et me dire oui, ok, Dominique, on voit l'image. Oui. Ok, merci. Comme je n'ai pas deux écrans aujourd'hui, j'en ai qu'un, donc je préfère m'en assurer. Alors voici cette magnifique expérience. In another scenario, we show infants a character who tries but fails to open a box. Okay, gorgeous one. Up goes the curtain. Alors, on voit ici un petit ours, une peluche, qui veut accéder à sa boîte à bonbons, d'accord? Et vous allez voir ses efforts, ils vont être parfois difficiles, vains, et vous allez avoir les deux autres peluches qui vont avoir un rôle complètement différent. Et je vous laisse maintenant regarder la suite. One character comes and helps him open the box after he struggles. And down goes the curtain. Up goes the curtain. Another character comes and jumps down on top of the box, preventing him from doing so. Okay, great. Now we're just going to have her choose between the puppets. Which one do you like? That one? So parents often ask us what it might mean that their baby seems to tell the difference between. Voilà la vidéo que je voulais vous montrer. Alors, c'est une vidéo, je vous ai montré un tout petit fragment, mais sachez qu'il y a tout un protocole derrière avec la scientifique qui a amené les deux poupées. N'était pas la même que celle qui a fait le test et donc ne savait pas quel est le rôle qu'il y avait. Donc, il y avait vraiment, donc, tout ça a été fait avec la plus grande impartialité. Et qu'est-ce que l'on peut voir? Il y a une attirance pour ce bébé qui ne peut pas l'exprimer, qui ne peut pas le vocaliser, vers le comportement qui a été le comportement de collaboration. Et ça, c'est vraiment la nature profonde. Nous sommes tous comme ça. Malheureusement, aujourd'hui, on est dans un contexte où on voit beaucoup de l'inverse. Et quelle attitude adopter par rapport à ça? Et j'ai envie de dire que l'attitude que l'on a par rapport aux difficultés des autres, aux malheurs des autres, c'est une attitude qu'on appelle l'empathie.
Et Mathieu nous disait hier soir que, en fait, l'empathie, il y a plusieurs manières de la concevoir. La première empathie, c'est ce qu'il appelait une empathie cognitive. Alors, une empathie cognitive, c'est quoi? C'est être à côté de quelqu'un qui éprouve une difficulté, comprendre que cette personne puisse l'avoir, mais ne pas être investi ou ne pas être émotionnellement touché par cette situation-là. Ça pourrait par exemple être le cas, vous prenez un avion pour aller en vacances et à côté de vous, vous voyez quelqu'un qui est occupé de... Il n'en peut plus, vous voyez qu'il est occupé de s'essuyer des gouttes, donc visiblement il a peur de prendre l'avion et vous observez cette situation et vous comprenez qu'il est possible d'avoir peur de l'avion. Vous, ce n'est pas du tout votre cas, vous êtes plutôt à l'aise dans votre fauteuil, vous avez déjà préparé votre vidéo si c'est un long courrier, mais voilà, ça c'est une empathie cognitive. Vous comprenez que c'est une empathie type rationnelle qui a probablement pas beaucoup d'effet, ni sur vous, ni sur l'autre, et donc c'est pas ça l'empathie. À côté de ça, il y a l'empathie affective. Et l'empathie affective, c'est en fait vivre la souffrance et la difficulté de l'autre. Réellement, ne pas la rationaliser, mais la vivre dans sa chair. Et quand je dis dans sa chair, c'est dans son corps, c'est y compris avec parfois les composantes physiques de ça. Et il peut y avoir des situations auxquelles vous allez vous retrouver dans cette empathie affective. C'est quand on voit quelqu'un qui se coince les doigts dans une porte, d'accord, ou qui se frappe avec un marteau sur le doigt, purée, mais à ce moment-là, c'est oh putain, c'est pas possible. On est pris de la même douleur, de la même difficulté. Et effectivement, la psychologue Tania Singer et Mathieu Ricard ont, au travers d'IRM, provoqué des situations par lesquelles on a pu voir et observer que les zones qui sont les zones de douleur, de difficulté, chez l'observant, sont activées de la même manière que chez la personne qui souffre. D'accord? Et donc, cette empathie affective, elle revêt un autre caractère, elle permet vraiment de se mettre en lien avec l'autre, et ça, c'est une bonne chose. La grosse difficulté de l'empathie affective, c'est qu'à un moment donné, elle peut amener à une détresse empathique. On appelle ça une détresse empathique, et cette détresse empathique provient du fait que, à force d'être dans cette empathie affective, eh bien, on va soi-même se sentir de moins en moins bien. Puisqu'effectivement, je vous informe que les zones du cerveau qui sont concernées sont activées chez vous comme chez la personne. Et vous comprenez ici tout le mérite de notre personnel soignant, tout le mérite des gens qui sont dans l'aide à la personne, où ils sont confrontés jour après jour à des situations qui sont difficiles, que ce soit de la pauvreté, que ce soit de la maltraitance, que ce soit des maladies incurables. Et vous comprenez qu'à un moment donné, ça peut avoir un impact sur ces personnes pour arriver non seulement à cette détresse empathique, mais ce que l'on peut même appeler un burn-out empathique. Et ça, c'est évidemment une situation dont on veut se préserver. Pourquoi? Parce que si on veut être empathique, c'est aussi pour pouvoir quelque part aider l'autre. Et en fait, ne pas se sentir bien ne nous permet plus d'aider l'autre. Et on a pu observer à nouveau au travers de protocoles de psychologie que des soignants qui étaient dans un état pré-burnout, on va dire ça comme ça, ce personnel soignant était moins à même d'apporter du soin de qualité, alors que c'est précisément probablement l'énorme qualité qu'ils ont. Donc vous voyez, alors vous n'êtes pas dans le personnel soignant, vous allez me dire, ça vous concerne donc qu'à moitié. Sachez que nous avons tous et toutes autour de nous des gens dont nous voulons ou nous avons envie de nous occuper, que ce soit des enfants dans des difficultés de scolarité, que ce soit un frère ou une sœur dans les difficultés financières, que ce soit des parents dans des difficultés de santé, on est tous confrontés à cette situation. Et le message, il n'est évidemment pas d'arrêter d'être empathique. Mais au-delà de l'empathie, Mathieu nous a évoqué la notion de compassion. Et en fait, la compassion, c'est quelque chose de différent. C'est un processus qui se trouve entre, on va dire, l'empathie cognitive et l'empathie affective, et qui est en fait un processus par lequel le souhait que l'on a quand on se met en contact avec l'autre, c'est le souhait que l'autre se sente mieux.
Et figurez-vous que Matthieu Ricard est devenu le spécialiste de la compassion, et pas juste lui, puisque effectivement toute sa, je dirais tout l'environnement dans lequel il est, philosophique et religieux, donc le bouddhisme, il passe leur journée à faire de la méditation pour la compassion et pour la paix dans le monde. Donc c'est une matière qui est largement connue. Et là aussi, il est intéressant de se dire que lorsque on a cette attitude de compassion, et compassion, je répète la définition, elle est toute simple, la compassion, c'est souhaiter que l'autre aille mieux. Et ça, c'est quelque chose qui, lorsque c'est activé chez nous, ça développe aussi des conséquences neurologiques qui sont bonnes pour la personne pour laquelle vous allez exprimer cette compassion, mais aussi pour vous-même. Alors cette compassion, ça peut être une compassion de proximité, ça peut être une compassion que vous allez pouvoir traduire dans des faits, dans des gestes, dans des paroles. Et donc là, évidemment, c'est vraiment le bien pour les autres et pour soi. Et puis cette compassion est aussi une compassion qui peut aller au-delà de ça, qui est une compassion plus de type méditative, où il n'y a pas de contact entre vous et la personne qui est l'objet de votre méditation. Et là, eh bien, permettez-moi de simplement faire référence à toute cette notion d'énergie dans le monde. Sachez qu'il est probable que ça va aussi avoir un impact. Mais ce qui est intéressant de savoir dans la notion de compassion, c'est autant la notion d'empathie affective pouvait être dangereuse pour précisément notre propre santé, autant la notion de compassion est bonne pour l'autre et bonne pour nous. Donc, je vous invite à le faire et faites-le aussi pour vous. Alors vous allez me dire là-dessus, mais attends Dominique, ce que tu dis, c'est juste l'opposé de ce qu'on devrait faire, parce que, en fait, tu dis que quand on exerce de la compassion, on le fait pour soi aussi, mais en fait, alors, c'est de l'égoïsme. Et l'égoïsme, c'est l'inverse de la compassion. Donc, comment est-ce que tu peux expliquer ça? Matthieu Ricard, avec la facilité, d'aisance d'expliquer des choses compliquées de manière simple, nous a dit, imaginez une flamme, la flamme d'une bougie. La flamme d'une bougie, elle donne de la lumière et elle donne de la chaleur. La lumière, c'est la compassion et l'effet sur l'autre, et la chaleur, c'est l'effet de cette compassion sur vous. Et les deux vont de pair. On ne se pose même pas la question de savoir si la bougie, la flamme de la bougie peut donner juste la lumière et pas la chaleur. Si elle donne de la lumière, elle donne par définition de la chaleur. Acceptez que quand vous êtes dans la compassion, vous en avez le bénéfice vous-même. Et ça, je voudrais aussi vous montrer simplement, alors sans rentrer trop dans les détails, parce que le but n'est pas de faire ici un cours de neurosciences, mais je vais quand même vous montrer ce que Mathieu nous a montré hier. Voilà, alors c'est peut-être un petit peu petit, il faudra vous rapprocher le nez de l'écran, mais ça, ce sont les études qui ont été faites en IRM, où Matthieu Ricard, c'est lui-même porté candidat et cobaye, où avec Tania Singer, il a fait parfois des séances jusqu'à 8 heures d'IRM. Je ne sais pas si vous imaginez, 8 heures dans ce truc-là, c'est un petit peu, ça c'est vraiment du don de soi. Et on voit ici effectivement qu'il y a une très très grande différence dans les zones concernées et activées par l'exercice de la compassion et les zones qui ont été entraînées par cette détresse empathique dont je vous ai parlé tout à l'heure. Bon, donc vous me voyez venir. Vous me voyez venir parce que je vous ai dit tout à l'heure, ce que j'ai envie de faire avec vous, c'est de vous engager, c'est que vous preniez un engagement. Et effectivement, nous sommes aujourd'hui dans une situation où nous avons notre contexte personnel et privé qui va peut-être demander de vous, déjà dans le quotidien, beaucoup d'empathie et beaucoup de compassion, peut-être par un parent atteint de la maladie d'Alzheimer ou du Parkinson. Donc tout ça, ce sont des choses qui sont bien entendu personnelles. Et moi, je voudrais, s'il y a de la place encore dans votre compassion, de vous attarder sur la compassion pour simplement la situation et le monde dans lequel nous sommes. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut se mettre en résonance, si vous me permettez cette expression, se mettre en résonance avec quelqu'un ou quelque chose.
Exprimer de la compassion pour une population, exprimer une compassion pour une personne, ça peut se faire au travers d'un processus méditatif. Et donc là, à ce moment-là, la seule chose, c'est que nous avons à espérer que nous ne soyons pas les seuls à le faire et que nous soyons nombreux à le faire pour que ça puisse quelque part avoir un effet. Mais réfléchissez à l'effet papillon dont on parle souvent. Cet effet papillon qui est en fait une sorte de vulgarisation de la physique quantique, hein, soyons clairs. Cet effet papillon, réfléchissons un petit peu à son bénéfice et aux bénéfices que l'on pourrait en avoir. Et donc, je voudrais tout à l'heure, pour la méditation que je vais vous guider, je voudrais que vous réfléchissiez à une personne qui n'est pas dans votre entourage, un groupe de personnes, une population, et de pouvoir exercer de la compassion vis-à-vis de ces gens-là. Et Mathieu Ricard nous a poussé dans nos retranchements hier, puisqu'il disait quelque part que la compassion c'est aussi quelque chose qui peut s'adresser à des gens qui ne sont pas dans la souffrance, mais qui sont dans l'origine de la souffrance. Et il pensait à un certain nombre de personnages, les noms vous viendront facilement en tête pour l'instant, qui montrent des aspects dictatoriaux, et on n'est pas obligé de penser à la plus grande puissance du monde ou à la seconde puissance du monde. Il y a plein de conflits sur Terre. Mais comment est-ce que c'est possible d'être en compassion par rapport à ça? Et Matthieu nous disait, en fait, être la compassion, c'est pas souhaiter qu'un tel qui est un dictateur ou un tyran aille mieux. Il ne faut pas être débile. En fait, la compassion que l'on peut exercer, c'est une compassion par laquelle on s'investit dans le fait qu'il puisse y avoir quelque chose qui va changer dans la personne ou autour de la personne, et qui va de cette manière-là amener un changement qui est un changement qui est aujourd'hui rendu impossible par cette personne. Donc il y a vraiment là, je pense, une dimension spirituelle très très forte qui demandera probablement de petits méditants comme nous sommes d'énormes efforts, mais vous pouvez imaginer que en fait les moines bouddhistes ils sont dans cet exercice toute la journée, et on peut donc compter sur eux pour essayer de faire en sorte que l'effet de leur prière ait un impact sur aujourd'hui. Alors, je vous ai promis un moment introspectif que je vais maintenant faire. Je vais vous proposer aussi une seconde vidéo avec un petit témoignage de Mathieu Ricard que j'ai retrouvé ce matin. Vraiment, quand je suis rentré de la conférence hier, j'étais électrifié, quoi. Je veux dire, j'étais vraiment... c'était fou. Et puis je me suis dit, je vais en parler aujourd'hui, quoi. Donc ce matin, je vous ai préparé ça. Alors, avant de vous montrer la vidéo, avant de faire le moment introspectif, je regarde l'heure, il est 8h25, on a le temps. Si vous avez envie de réagir, de poser une question, allez-y. On est 19, c'est un groupe où on n'aura pas l'occasion de parler tous et toutes, mais si vous avez envie de poser une question ou de porter un témoignage par rapport à empathie, compassion, allez-y. Soyez généreux, vous pouvez le faire par le chat si vous êtes timide, ou si vous avez envie, vous pouvez aussi face caméra ou prendre la parole. Il n'y a pas d'obligation, hein. Il n'y a pas d'obligation, mais si jamais vous sentez qu'il y a un élan qui a envie de faire un partage, et sachez que pour moi, tout est bien, d'accord? Donc c'est vraiment bien. Je laisse juste un instant de silence qui permet peut-être à l'élan de se lancer, ou à simplement l'écoute de s'approfondir. Eh bien, chers amis, je vais vous montrer un extrait, un petit stream vidéo d'un interview de Mathieu Ricard. C'est en anglais. Alors c'est amusant parce que Mathieu Ricard il est français, hein, mais bon, comme il voyage sur toute la Terre, on l'a interviewé en anglais, il a répondu en anglais. C'est sous-titré en anglais,
Donc j'espère que votre niveau de connaissance passive à l'écrit aussi vous permettra de suivre. C'est très très en ligne de toute manière avec ce que je viens de vous dire, donc vous allez facilement pouvoir vous y retrouver et vous allez à nouveau, mais cette fois-ci dans les mots, dans les bouches même de ce grand singe qu'est Mathieu Ricard, entendre la différence qu'il peut être faite, et pas juste du point de vue rationnel et apprentissage, parce qu'on n'est pas là juste pour apprendre, on est là aussi pour incarner. Et dans un instant, on pourra incarner au travers de notre moment d'introspection et puis de l'engagement que je vous ai invité à prendre. Voilà. Mathieu, on est tout oui pour toi. Euh, Jean-Philippe, tu peux me dire si la vidéo est prête? Elle est prête. Merci. Alors, c'est parti. So in the course of the scientific study on the effect of meditation, I also came to meet another neuroscientist called Tanya Singer. She's a German scientist, and she's one of the world's specialists of empathy. Empathy is the faculty to resonate with others' feeling. If someone comes with a big smile, oh, you start smiling. If someone suffers, you feel some of the suffering. And it turns out, if you study the brain, that empathy with suffering, for instance, if you really empathize with someone who is suffering, the area that registers suffering in the brain is activated in the same way, in the same area that the person who is suffering. So it is real suffering. What happens? If you are a caregiver, whether a nurse, a doctor, taking care of ailing patients, of your own elderly parents, if you constantly resonate with them, it's a challenge. It can be a kind of a burden. And if a nurse, for instance, the patient might cure or die, but he's not going to be usually sick for 20 years. But if for 20 years you have day after day to suffer with the patient, then understandably, it's sometimes too much. It's called a burnout. Some people call compassion fatigue. Or some people, they say, oh, I have to wall myself. I cannot be so emotional, so I have to distance myself, which is not also very good, because a caregiver should be with the patient. So what is the solution? So we thought of that with Tanya Singer, and we tried to unpack the different elements of compassion. So I went myself in the scanner, and Tanya said, just try to resonate on the suffering without your compassion meditation. And I did that for 2 hours in the scanner, and within 2 hours, I just completely burned out. I was imagining, I had seen a documentary on terrible situation in orphanages in Romania, with kids who were so weak that even moving sometimes they'll break their bones. And I seen that the night before, so I was filled with that, and I really resonated. And 2 hours was unbearable. Normally, when you do that in meditation, you bring compassion right away. On a perdu l'image. Holding it. Ah, pardon. And then at the end, she said, well, we could do the compassion meditation in the afternoon, or we could do it now. I said, please, let's do it now. I can't stand it anymore. So like I felt like when I brought the compassion. Je le remets un petit peu en arrière. Then at the end, she said, well, we could do the compassion meditation in the afternoon, or we could do it now. I said, please, let's do it now. I can't stand it anymore. So like I felt like when I brought the compassion component, it was like opening of a dam. I feel that every atom of suffering now soaked with an atom of loving kindness, instead of feeling uncomfortable, not knowing how to handle that suffering, feel like embracing. Completely different. And in the brain also, complete change. Many areas that has to do with empathy, distress, with fear, with pain, were gone. And you could see the perception of others suffering, but with a lot of wholesome feelings at the same time. So we got the idea together that there's no such thing as compassion fatigue, but only empathy fatigue. And that stand-alone empathy, just empathy, leads to burnout. But if you have empathy within the vaster sphere of loving kindness and compassion, then you have the whole buffer of this compassion that prevents all the negative effect of feeling the other suffering. And I think that's has tremendous potential, helping caregivers to train in arousing more of that loving kindness. And you see some nurses who are naturally very, very, motherly and
affectionate, and usually they don't burn out because they have these resources of compassion, that pool of compassion. But that can be trained. And the other studies on meditation and neuroscience have shown that those qualities can be trained. So I think this is a wonderful way that possibly meditation could contribute something to society in collaboration with science. Vous voulez connaître la valeur de votre voiture? Simple. Voilà ce que j'avais envie de vous montrer. Je vais arrêter le partage. Boum, voilà. Je vais vous mettre le lien de cette vidéo dans le chat. Et puis, on va passer au moment plus introspectif, on va dire ça comme ça, l'introspection que je vous ai promise et que je fais avec vous avec beaucoup de plaisir chaque fois. Alors, voici le moine bouddhiste. Donc, je vais dans le chat. Voilà. Et puisque rien ne m'arrête aujourd'hui, rien ne m'arrête, je vais aussi vous offrir la vidéo de notre expérience avec les bébés là. Vous mettrez ça, vous ferez découvrir ça autour de vous. Il faut absolument que toute la planète sache ça. C'est notre responsabilité hein, quand on sait des choses qui sont comme ça. Voilà. Hop, une page YouTube, une page Google. Voilà. Et profitez bien pour passer le message. Alors, je voudrais vous inviter maintenant à ce moment plus introspectif. Et je vais vous inviter à fermer les yeux et à vous poser confortablement sur votre chaise, dans votre fauteuil. Et maintenant que vous avez les yeux fermés, prenez simplement conscience de la présence de votre corps sur la chaise, sur le fauteuil. Prenez contact avec la respiration qui est en train de se dérouler dans votre corps. Prenez conscience de l'absence de toutes les stimulations à présent visuelles autour de vous, ce qui vous permet précisément de pouvoir vous concentrer sur ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et je vais vous guider au travers d'une méditation qui est cette méditation à la compassion. Et pour ce faire, je vais vous inviter à répéter en vous-même et à compter le chiffre 3, 3 fois. Visualisez-le, répétez-le en vous-même 3 fois. Inspirez profondément. Et sur votre prochaine longue et lente expiration, vous pouvez répéter en vous-même et visualiser le chiffre 2, 3 fois. Inspirez une nouvelle fois bien profondément. Et tout en laissant aller votre respiration, votre expiration, répétez en vous-même et visualisez le chiffre 1, 3 fois. Et pour vous permettre d'avoir un niveau de détente mentale qui est encore plus profond et qui sera encore plus propice à notre moment d'introspection, je vais compter de 10 à 1. Et à chaque niveau inférieur, vous allez vous détendre de plus en plus profondément. 10, 9. Sentez comme vous vous détendez plus profondément. 8, 7, 6. De plus en plus profondément. 5, 4, 3. Toujours plus profondément. 2, 1. Vous êtes à présent à un niveau de détente mentale plus profond, bien plus profond qu'auparavant. Vous êtes à présent au niveau alpha bas.
C'est ce fameux niveau de conscience que vous pouvez utiliser pour pleinement libérer toutes vos facultés mentales, tout votre potentiel. Vous l'utiliserez pour pouvoir récupérer mentalement quand vous sentirez la fatigue vous envahir. Vous l'utiliserez pour tous les objectifs que vous souhaitez atteindre. Et vous pouvez aussi utiliser cette fréquence alpha-bas pour vos pratiques méditatives. Et d'y poser aujourd'hui une intention. Et cette intention trouve son contexte dans l'environnement dans lequel nous sommes pour l'instant, comme individus, comme famille, comme groupe, comme société. Avec autour de nous tellement de sollicitations qui sont des sollicitations difficiles, dures, pénibles, graves. Toutes ces images que nous voyons jour après jour, d'autant de détresse dans tellement de coins du monde, et que toute cette détresse a un impact. Un impact sur nous et aussi un impact direct sur ceux qui ont à en souffrir. Et prenons conscience, dans une certaine mesure, de l'énorme chance que nous avons de vivre dans un pays qui est en paix, de vivre dans une démocratie, de vivre dans une ville ou dans un village ou une campagne où il n'y a pas besoin de se poser de questions sur le toit, au-dessus de notre tête. Où, bon an, mal an, il n'y a pas trop de difficultés à pouvoir avoir un environnement avec de la chaleur pour dormir, pour vivre. Où manger n'est pas un défi quotidien. Prenons conscience de toutes ces chances que nous avons. Et mettons-nous maintenant en mouvement, en perspective par rapport à d'autres personnes qui aujourd'hui n'ont pas toutes ces chances, tout cet environnement. Et prenez peut-être une personne, un groupe de personnes en tête maintenant. Peut-être des gens que vous avez vus à un journal télévisé ces derniers jours, peut-être quelqu'un avec lequel vous êtes en contact peut-être plus rapproché, peut-être une situation sur cette terre qui vous touche particulièrement, que ce soit par rapport à la pauvreté, à la maltraitance, à la souffrance, à la guerre. Essayez d'imaginer vers qui vous avez envie de tourner votre compassion. Faites-vous une image de cette personne ou de ce groupe, tel que vous les avez vus, tel que vous les imaginez, même si vous ne les avez jamais vus. Imaginez à présent peut-être une boule de feu dans votre cœur. Ça peut être une lumière, ça peut être une chaleur, c'est vous qui voyez. Et imaginez simplement que vous irradiez. Vous irradiez de toute cette envie que vous avez que l'autre aille mieux. C'est ça la compassion. C'est espérer, désirer que l'autre aille mieux, que sa situation puisse s'améliorer. Imaginez peut-être l'amélioration que cela pourrait représenter pour la personne que vous avez maintenant choisie. Est-ce que ce sera pour elle un refuge, un toit? Est-ce que ce sera pour lui l'abri, des bombes? Est-ce que ce sera pour eux des journées sans alerte? Est-ce que ce sera un environnement rassurant? Imaginez tout ce que cette personne pourrait avoir besoin. Et lancez votre attention. Ayez l'intention d'amener au travers de votre compassion ce mieux, cette guérison, cette amélioration. Gardez contact avec cette force, cette puissance, cette chaleur, cette lumière, cette boule de feu, comme vous la voulez. Restez en contact avec elle.
Et puis ramenez peut-être votre compassion sur un cercle plus restreint. Peut-être les gens qui sont plus proches de vous, vos parents, vos enfants, votre conjoint, vos amis. Et là aussi, choisissez peut-être quelqu'un avec lequel vous allez vous mettre en résonance de compassion. Lui souhaiter une bonne journée. Faire en sorte que sa journée soit une journée avec peut-être moins de souffrance. Envoyez-lui comme autant de vœux, de souhaits, d'intentions. Faites confiance dans le processus. Faites confiance dans ce qui se passe quand vous êtes dans cette méditation. Et puis nous allons encore changer de cercle concentrique. Nous allons encore prendre un cercle concentrique plus petit. Et je vais vous inviter maintenant à développer cette compassion pour vous-même. Parce que vous aussi peut-être, pour le moment c'est difficile, peut-être que vous aussi vous en bavez pour le moment, peut-être que vous aussi vous avez besoin qu'on vous console. Et je vais vous inviter, si vous avez le souhait de le faire et si vous sentez l'élan de le faire, je vais vous inviter à simplement vous prendre dans les bras. Enserrez-vous comme si vous aviez quelqu'un face à vous qui venait vous prendre dans les bras. Ne soyez pas gênés. S'il n'y a personne autour de vous, il n'y a personne qui vous verra. Mais vous allez sentir maintenant la chaleur de ces bras autour de vous. Et donnez-vous cette compassion. Ça va aller. Tu vas avoir une belle journée. Tu vas passer cette difficulté. Tu vas pouvoir surmonter ce moment de difficulté. Prenez contact avec la chaleur de vos bras autour de vous-même. Cette chaleur qui se remplit aussi dans votre cœur. Et maintenant, quand ce sera bien pour vous, je vous invite à simplement revenir dans la position qui était la position de départ de notre méditation. Et au rythme qui vous semble bien, je vais vous inviter à compter de 1 jusqu'à 5. Et au chiffre 5, vous ouvrirez les yeux. Voilà. Si vous avez envie de réagir par le chat à ce petit moment d'introspection que nous avons partagé, allez-y, faites-le. Ça me ferait plaisir aussi, ça me fera plaisir aussi de savoir quel est l'impact que j'ai pu avoir aujourd'hui dans la foulée de l'impact que Mathieu a eu sur moi hier. Alors, cet engagement, c'était un engagement double. Putain, c'était pas un engagement simple, oui, c'était un engagement double. Le premier engagement que je vais vous demander de faire, c'est voilà, cette méditation. Si vous avez envie, vous pouvez la réutiliser. Elle sera mise à disposition avec l'enregistrement du Teams par Nathalie. Mais après, c'est pas très compliqué non plus de se mettre en résonance de compassion. Vous pouvez le faire très très bien. Et mon engagement, c'est peut-être pour les 7 jours qui viennent, une fois par jour. Prenez le temps pendant 5 minutes, 6 minutes, 8 minutes. Prenez le temps de faire cette méditation, avec peut-être la même intention, peut-être une intention différente chaque fois. Et ça, c'est le premier engagement que vous allez prendre. Le deuxième engagement est un engagement encore plus simple. Vous avez entendu Mathieu Ricard dire à quel point, lorsque l'on se retrouve face à quelqu'un qui sourit, on a envie de sourire aussi. Et moi, j'ai envie, faites profiter les autres de votre contagion affective. Voilà. Soyez les sourires de votre étage, soyez les sourires de votre cafétéria, soyez les sourires de votre service, faites en sorte de votre village, de votre trottoir. Faites en sorte que chaque fois que vous allez croiser le regard de quelqu'un, vous l'accompagnez d'un sourire. Je vous garantis, c'est du tonnerre. Non seulement ça marche, mais en plus, mais qu'est-ce qu'on se sent bien. Alors, je l'ai fait ce matin. Je l'ai fait ce matin. Je me suis bagarré devant la Banque nationale. J'ai été chercher mon petit croissant que je vais manger maintenant avant ma session. Je suis revenu et j'ai fait ça. Je me sens vachement bien.
Voilà. Il y a 2 engagements. Entre-temps, je suis content de vous avoir eu ce matin. Nous sommes tous, autant que nous sommes ici autour de cet écran, nous avons la possibilité d'envoyer de la compassion, de la générosité et de l'empathie. Donc, faisons-le. Un grand, grand merci à vos commentaires. Voilà, on changera le monde une personne à la fois. Ciao, ciao.